Bonjour. Bienvenue tout d'abord. Heureusement qu'il y a le micro parce que vous avez vu, j'ai une voix assez rauque et donc vous n'aurez rien entendu au fond. On est très, très content de vous accueillir. Alors, je m'appelle Philippe Sebag. Je suis responsable avant-vente en cybersécurité chez Avanade. On va faire juste 2 secondes de présentation pour savoir qui vous avez devant vous en fait. Donc Avanade, c'est une jeune venture entre Microsoft et Accenture depuis plus de 20 ans. On travaille beaucoup avec les technologies Microsoft, effectivement, sur la partie sécurité, mais pas que. Et on va aujourd'hui, en fait, vous parler. Comme ça, c'est mieux. Voilà. On va vous parler, en fait, comment survivre à une cyberattaque. Et on aura le témoignage d'Eric qui va se présenter juste après. Et dans la démarche après sur la partie cyber résilience, qui est le sujet aujourd'hui si on veut bien se préparer à une attaque. Bonjour, donc je m'appelle Éric Tarot. J'ai rejoint le groupe Avanade il y a 4 mois et j'ai en charge donc la transformation digitale, aider nos entreprises à se transformer digitalement sur les usines, l'industrie 4.0, X.0. Mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que avant de rejoindre Avanade, j'ai été DSI de plusieurs entreprises et la dernière, on a subi une attaque assez majeure. Donc je vais pouvoir parler de mon expérience, ce qui s'est passé en bien et en moins bien, et également quelles sont les mesures qu'on a prises pour s'éviter cela dans le futur. Voilà. Donc j'interviendrai au fur et à mesure de la présentation pour donner un témoignage d'une expérience de cyberattaque. Ok, allons-y. Alors tout d'abord, on va essayer de se repositionner un peu où on en est des cyberattaques aujourd'hui en France et dans le monde, et plus particulièrement sur la partie IoT. En fait, depuis quelques années, les hackers s'en donnent à cœur joie sur le monde de l'IoT. Vous savez qu'ils représentent un secteur qui peut être parfois dangereux, aussi bien au niveau des ressources naturelles que des chaînes en retail. Et de plus en plus, elle a une recrudescence forte d'attaques contre la partie IoT. Et donc en fait, il y a de plus en plus, et les chiffres en parlent ici, on a plus de 50% des appareils aujourd'hui médicaux qui embarquent aujourd'hui de l'IoT. Donc je ne vais pas faire la définition de l'IoT de base, hein, mais j'imagine que tous ceux qui sont là le connaissent. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il a de plus en plus d'importance. Donc en dehors du fait que les centres hospitaliers peuvent être attaqués au niveau des données, on a vu ces vols de données cette année, mais aujourd'hui, les hackers peuvent aller beaucoup plus loin que ça. C'est que l'IoT, qui est donc l'élément principal et qui peut être attaquable, puisque sur le réseau, on peut mettre en mal des outils, des appareils médicaux et avoir de lourdes conséquences. Donc aujourd'hui, il y a eu plus de 3000% d'augmentation d'activité de logiciels d'attaque autour de l'IoT. Et ça ne fera que croître. Donc encore quelques chiffres, après je m'arrête, je vous promets. Il y a plus de 90% de tous les cas d'accusation d'identité, d'usurpation d'identité par exemple, qui sont dus d'abord à des erreurs humaines, il faut le savoir. Donc là on parle plutôt globalement sur la cyberattaque. Donc on peut avoir énormément de systèmes de sécurisation dans nos infrastructures, mais in fine, celui qui est derrière son PC, ça reste l'homme. Et l'homme est faillible. Donc en fait, on a aussi auprès des entreprises des formations, des assets, ce qu'on appelle sur le user awareness, et on accompagne les entreprises à former les utilisateurs justement aux dangers et du phishing et du ransomware, etc. Parce que les mails passent de toutes les façons. Même si on a énormément de systèmes de protection sur cette partie-là, ils peuvent passer. Mais celui qui a la responsabilité au dernier moment de cliquer ou pas sur le lien, ça reste l'utilisateur. Donc, il faut avertir les utilisateurs dans les entreprises et les former. Philippe, justement, par rapport à l'attaque qu'on a vécue, on a réussi, nous, à identifier le point de départ. Hein, et très clairement, c'était donc un phishing, par le biais d'un phishing. Et quelques mois avant l'attaque réelle, donc on a réussi à déterminer quel phishing c'était, et ainsi de suite. Donc très clairement, ça corrobore exactement ce que tu disais, quoi.
Et donc plus de 95% aujourd'hui de tous les incidents de sécurité sont causés par des humains, par des hommes, puisqu'on est derrière les PC. Et plus de 99% en fait de probabilité de succès d'un pirate qui combine différentes attaques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller dans le dark web aujourd'hui pour retrouver des séries d'attaques qui sont packagées. Moi, j'ai commencé la sécurité il y a plus de 22-23 ans maintenant. Quand on a commencé il fallait qu'on code. C'est-à-dire qu'on était les hackers qui cherchaient. Alors, j'étais hacker blanc, comme on dit. C'est-à-dire que je détruisais pas, je travaillais pour les entreprises, mais on avait un savoir, on avait une connaissance. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort de l'école, même des jeunes aujourd'hui, sans avoir de haut niveau scolaire, sont capables, en allant dans le dark web, de récupérer des packages et de les envoyer pour faire des ransomware en payant un prix modique. Donc en fait, c'est ce qui explique en fait la recrudescence des attaques. C'est qu'il est de plus en plus facile de faire des attaques et donné à tout le monde. Et je terminerai sur ce slide juste que les cyberattaques en fait sont pas seulement, les failles de sécurité sont pas seulement les failles des machines, comme je le précisais, mais souvent les failles humaines. Évidemment, la partie phishing, on peut en reparler, mais c'est pas le cas ici et aujourd'hui est de plus en plus professionnalisé. C'est-à-dire que vous avez sûrement remarqué, les phishing sont de mieux en mieux faits. C'est-à-dire qu'ils ont des vrais logos, qu'ils ont des vraies adresses. Enfin, on reçoit même des mails avec notre propre adresse. Vous voyez. Donc toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est très simple à faire. Avant, il fallait quand même avoir un peu de connaissances en informatique. Alors, justement, pour se protéger de tout ça, il faut avoir une démarche dans l'entreprise. Et cette démarche s'appelle la cyber-résilience. Donc, en quelques mots, ici, je vais vous décrire ce que c'est que la cyber-résilience. La cyber-résilience, aujourd'hui, c'est cette capacité, en fait, d'obtenir le résultat souhaité malgré un cyber-événement. Ça veut dire quoi? C'est qu'une entreprise, aujourd'hui, qui est attaquée, elle a de nombreuses conséquences. Alors les premières, évidemment, qui sont les plus visibles, c'est la partie informatique, mais il y a aussi la partie image de marque, qui est très très coûteuse pour une grande entreprise. D'ailleurs, nombreuses sont les sociétés en France qui ne parlent pas de leur cyberattaque. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, de grands groupes se font régulièrement attaquer. Nous, on est souvent demandé pour intervenir sur des grands comptes. Évidemment, on n'a pas le droit de dire de qui il s'agit, mais c'est de plus en plus fréquent. Donc en fait, les conséquences de la cyberattaque sont dramatiques, aussi bien par rapport à l'image de marque. Donc il y a un travail à faire en amont. Comment on peut se préparer à ça? Donc il faut, par rapport à la cyber-résilience et vis-à-vis de l'organisation, d'être la plus réactive possible. Et pour être réactive, il faut s'y préparer. Ça veut dire que, je répète souvent cette phrase, c'est je ne dois pas me demander en tant que DSI, est-ce que je vais être attaqué, mais quand je vais être attaqué. Et cette phrase, elle résume assez bien la situation actuelle en France, et dans le monde d'ailleurs. Donc ça veut dire que si je sais qu'à un moment donné, je vais être attaqué, il faut que je réfléchisse, qu'est-ce qui va se passer le jour de l'attaque, comment je peux moi m'y préparer, et toute cette démarche, c'est ce qu'on appelle la cyber-résilience. Donc il y a une fausse idée dans la cyber-résilience, qu'on entend souvent, c'est de se dire que cyber-résilience égale le plan de continuité. J'ai souvent entendu ça, c'est-à-dire moi j'ai fait mon PRA, tout va bien, j'ai mon plan de reprise d'activité. Finalement, au niveau informatique, je saurai, ça va marcher, etc. Sauf que très souvent, on ne pense pas que reprendre une activité, c'est pas uniquement l'informatique. L'informatique est une des choses, mais il y a tout un concept à avoir et des préparations. Et c'est ce qu'on va voir ici. Voilà. Donc en fait, à quoi doivent s'attendre, c'est la question que je pose ici, sur comité de direction et leader d'un programme de cyber-résilience. Il faut bien voir que, dès le départ, la cyber-résilience n'est pas un programme technique. Ce n'est pas uniquement quelque chose de technique. C'est à la fois un engagement du leadership, c'est à la fois l'engagement du métier, et après, vous avez la partie technique. Donc en fait, les questions auxquelles on doit se poser, c'est quelle est l'exposition financière au risque de sécurité en tant qu'entreprise, comment on doit se préparer à l'extorsion et aux attaques par ransomware. Donc le ransomware, comme je vous le dis, j'imagine que vous le savez, mais le chiffrement massif de vos données. Le processus sont-ils alignés pour identifier les process critiques de l'entreprise sans les briser? Donc on doit être conscient qu'après une attaque,
j'ai globalement des process qui ne marcheront pas. Donc, comment je vais faire pour travailler avec ça? Est-ce qu'on a sécurisé la partie IoT? Donc là, on est dans le salon qui parle de l'IoT, donc je rajoute cette phrase-là sur la partie IoT, parce que sur notre stand, là, on est sur le village Microsoft, on présente Defender for IoT, donc qui est une solution de sécurisation, je vous en parlerai un peu à la fin, d'IoT dans Azure, donc avec cette remontée d'informations. Et puis, peut-on récupérer et restaurer rapidement ces données? Voilà les questions qu'on doit se poser. Bien sûr, le cyber résilience, c'est une amélioration continue. On ne peut pas se dire que, ok, mon projet, je l'ai identifié, je l'ai fait, et je m'arrête là. Non, on est en mode agile et on continue tout le temps à travailler là-dessus parce que tout change. À la fois les process, notre métier évolue, et notre système d'information, nos données évoluent. Et puis, surtout, c'est mettre dans ce programme les bonnes personnes à tous les niveaux. Donc, en cas de pépin, en cas d'attaque, qui je vais appeler? Donc, imaginons que vous avez un responsable informatique dans votre entreprise et qui se rend compte de cette attaque, qui il doit appeler en premier? Ça fait partie des process. Et c'est pas forcément le chef de l'informatique. C'est déjà peut-être prévenir la direction, c'est peut-être avoir un listing des gens à contacter, avoir un process, quelque chose d'établi. Donc, comment on fait pour manager une crise cyber? D'abord, la crise cyber, c'est une crise particulière. Elle est souvent très longue. Elle implique des parties prenantes externes, parce qu'effectivement, toute entreprise travaille avec des partenaires ou avec des collaborateurs externes. Donc, en fait, on voit qu'on est touché pas uniquement au sein de notre entreprise. Clairement identifier les équipes qui seront mobilisées pour la crise, organiser les interventions, faire un guide de gestion de crise et conduire des exercices de crise en amont, qui seront des bons indicateurs des situations actuelles. Ce qui veut dire que, ok, on va s'y préparer, on va définir les gens qu'on doit contacter, on fait des process et on les teste régulièrement. Et ces tests, c'est pas uniquement, comme je l'ai dit, le PRA, c'est la continuité globale de mes process, du début jusqu'à la fin. Je vais laisser la parole juste avant à Eric. Juste pour vous montrer, j'ai récupéré ça en fait dans un des documents de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des informations là en France, vous connaissez sûrement, de toutes les attaques qu'il y a eu, là, quelques attaques, pas toutes, de grands hôpitaux, aussi bien le CHU de Rouen que M6, que Fleury-Michon. C'est juste 4 exemples, mais en fait il y en a des milliers. Mais tout cela, tous ne parlent pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vous invite à lire ce document qui est très intéressant. J'ai mis le lien à l'intérieur, vous verrez, mais sur la partie ANSSI qui parle des cyberattaques, vous serez étonné de voir qu'ils se sentaient prêts, ils pensaient être prêts à une cyberattaque, et finalement, ils n'avaient pas été assez loin dans le process, dans tous les process, et pas uniquement technique encore une fois. Je vais laisser la parole à Eric maintenant, pour nous parler un peu de son expérience après une cyberattaque. Merci. Alors, plusieurs petites choses en réaction à ce que tu disais, Philippe. Une attaque cyber, c'est un événement majeur dans une entreprise. C'est douloureux, c'est compliqué, et en effet, même si on y est préparé, c'est extrêmement complexe. Et le cas, nous, ce qu'on a en tout cas vécu, c'est que grâce à un minimum de préparation, on a quand même réussi, nous, à réagir assez rapidement. Ça, c'est le premier point. C'est long. Et encore, je reviendrai, on a réussi à rebondir assez rapidement et avoir un impact métier qui était quand même très limité. Mais ça, c'est grâce au fait qu'on a été préparé et qu'on a été capable derrière de réagir assez rapidement. Mais malgré cela, c'est des mois et des mois après la cyberattaque pour revenir dans un état normal. Alors, on a subi, nous, une attaque, c'était il y a un peu moins de 2 ans, par le groupe Conti. Donc il faut savoir Conti, ils ont récemment prêté allégeance à Poutine. C'était vraiment une attaque qui était sérieuse. On avait affaire à des professionnels. Et si on peut le dire, c'est parce que c'était complètement synchronisé et fait d'une manière simultanée et au bon moment.
Alors en bon moment, c'est-à-dire qu'en pleine nuit pour la France et au début de la nuit pour les États-Unis, et d'une manière complètement synchronisée sur ces 2 sites. Et donc ça veut dire que ça avait été préparé, et préparé à l'avance. Donc on a réussi à récupérer des traces, comme je vous l'avais dit, où ils avaient posé des... alors, je ne suis pas un spécialiste, mais ils avaient posé déjà des débuts de virus 3-4 mois à l'avance. Et ensuite, après, donc, ils avaient intégré notre système d'information, pris en main le système de backup et ainsi de suite pour les effacer. Donc ça veut dire qu'on avait affaire à des gens qui étaient des spécialistes, des experts, et c'est des gens qui sont solides. Donc ça veut dire qu'il faut être d'autant plus solide en face. On a eu donc deux pays qui étaient impactés, 3 usines, cryptage d'informations jusqu'à 60 téra de données, 2 data centers dans notre organisation et à peu près 50 applications majeures qui étaient directement impactées. Heureusement, on a eu une réaction qui était rapide. Alors rapide parce qu'on avait mis en place un certain nombre de processus et puis aussi parce qu'on a eu de la chance d'avoir la bonne personne ou les bonnes personnes au bon moment. Et je crois qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de régler. C'est-à-dire que la partie chance, il faut qu'elle soit vraiment au minimum. En l'occurrence, nous, on a eu de la chance d'avoir un ingénieur qui était sur place et qui a réagi très rapidement et qui a réussi à déconnecter tous les systèmes en tant que tels. Et ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est essentiel, évidemment, d'avoir ces process-là en place pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Le mot-clé, c'est réactivité. Et grâce à cette réactivité, on a pu réussir à contenir donc, ce ransomware à quelques usines et à quelques sites. Alors c'était quand même des sites majeurs pour nous, c'était quand même de toute façon important. Et surtout, parce qu'on avait déjà, nous, réfléchi à cette cyber-résilience, on avait aussi nos systèmes d'information un peu comme un sous-marin qui était dans des zones qui étaient globalement isolées. Donc on a réussi à déconnecter le reste du système d'information et faire que de contenir donc, le déploiement du ransomware à quelques parties du système d'information. Justement, parle-nous un peu du management de la crise là, que vous avez couvert. Comment justement, ce que tu disais, c'est que vous y étiez un peu préparé. Ouais, alors un peu préparé dans le sens où on était en pleine roadmap de cybersécurité. Donc moi j'étais, mon management était plus que, on va dire, alerté au sujet. Donc c'était pas une question de moyens ou d'intégration du top management, c'était le cas. On était en plein déploiement. On avait commencé nous à justement entraîner les métiers ou ainsi de suite. Ce qui nous a permis, au bout de 3 jours finalement, de continuer, de relancer, on va dire, nos expéditions et donc la facturation. Donc ça, c'était quelque chose qui était majeur. Donc 3 jours, c'est-à-dire que pendant 3 jours, plus rien ne s'est passé dans l'entreprise ? Oui, mais alors pareil, dans notre chance, ça arrivait donc dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc on a eu, nous, le week-end, et dès le lundi soir, on réexpédiait et on refacturait. Enfin, je n'ai pas parlé du groupe, mais c'était un groupe de 1,5 milliard, on est 8000 personnes, et donc plus d'une centaine de filiales dans le monde entier. Donc c'était quand même quelque chose d'extrêmement majeur et d'impactant. Et quand je dis, au bout de 3 jours, on réexpédiait, mais on était en mode dégradé. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre et avoir en tête. C'est-à-dire que travailler exactement et essayer de revenir dans un mode nominal, ça a pris des mois. L'idée, c'est de travailler en mode dégradé avec les métiers et réfléchir à ces modes dégradés. Et heureusement qu'on avait fait tout ce travail-là, nous, avec les équipes des services clients, de supply chain et de production, et ce qui nous a permis de réagir plutôt assez rapidement. Là, tu abordes un sujet que j'ai abordé tout à l'heure. Là, ça veut dire que vous avez impliqué le ou les métiers dans votre entreprise ? Exactement. Et dans l'organisation de la gestion de crise, et je pourrais en reparler, on a créé une cellule qui était dédiée à la reprise d'activité en tant que telle. Et les gens qui étaient des parties prenantes de cette organisation, c'était tous les patrons métiers qui étaient là et qui en connexion directe avec nous, en fonction de la rouverture des différents services et des systèmes d'information, pouvaient globalement réagir. Et donc ça, c'est grâce à une organisation qu'on avait mis en place et qui nous ont permis de réagir globalement rapidement. Donc qui faisait partie de la cyber-résilience au départ, dans votre réflexion ? Exactement. Alors,
le problème, parce que évidemment tout n'était pas rose, le souci c'est qu'on était, on était au milieu nous, de cette démarche-là. Donc il y avait des métiers comme la R&D, les services support, la finance, les RH et ainsi de suite, dans lesquels on n'avait pas fait ce travail-là. Donc ça a été évidemment d'autant plus compliqué. Mais on s'aperçoit que là où on avait fait cet exercice, on avait été capable de réagir très rapidement, et ça c'était quelque chose qui était intéressant. Parce qu'entraîné, donc... Parce qu'entraîné, parce qu'on avait mis en place un nombre de processus, on s'était posé quelques questions et les gens avaient réagi. Voilà. Après, tout ne s'écrit pas. C'est aussi lié à des compétences qu'il faut développer dans l'organisation, qui sont ce qu'on appelle de la résilience. Donc cette capacité à travailler et à se projeter sans le système d'information, ce n'est pas quelque chose qui est très simple et facile. Et donc ça demande de l'agilité intellectuelle, du management particulier. Et ça, pour le coup, on a réussi à voir les gens qui étaient capables de travailler comme cela et les organisations qui ne l'étaient pas. Sans le citer, on avait quelques filiales qui ne savaient pas travailler avec les liens, par exemple, avec le RP, les descentes des ordres de production, par exemple, les ordres de commande, pardon, par EDI. Sans ces liens-là, ils ne savaient pas fonctionner. Alors qu'il y a des manières différentes de travailler. Et ça, pour le coup, vous avez réfléchi en amont exactement. à une autre façon de travailler qui était entre guillemets très automatisée aujourd'hui, sur un mode beaucoup plus manuel. Pendant ces 4 jours, week-end compris, hein, pour le coup là c'est du 24-24, tout le monde est sur le pont. On a réussi derrière à trouver des moyens différents de travailler. Mais parce que notre ERP, on avait réussi à l'isoler du reste du système d'information aussi. C'est là que c'est important de comprendre que parce qu'on avait réussi à prendre quelques mesures intéressantes justement d'isolation de systèmes d'information, on a réussi à contenir le déploiement du ransomware. Ce qui nous a permis de réagir rapidement. Et par contre, les parties qui étaient globalement impactées, donc on a mis en place, alors on l'a structuré en 5 étapes. On l'a théorisé maintenant, mais ce n'était pas le cas sur le coup. Et ces 5 étapes, c'est stop et assess. Tout de suite comprendre par qui on est attaqué, comment, pour justement essayer de trouver derrière des manières de l'isoler et de régler le problème. Donc ensuite, ça a l'air simple là, ce que tu viens de dire, mais en réalité c'est assez compliqué. Il y a un chiffre qui explique que les entreprises peuvent se rendre compte d'une attaque ou alors d'un ransomware chez eux ou un rootkit ou des choses comme ça qui rentrent dans l'entreprise, des fois 6 mois après. Ça veut dire qu'ils ont le temps de gravir dans l'entreprise, d'aller chiffrer des documents ou alors de se positionner. Et après, quand ils en ont besoin, c'est là qu'ils l'activent. Donc en fait, quand tu dis que rapidement vous vous êtes rendu compte, quelque part, c'est là aussi une chance. C'est très clairement, il y a de la compétence, il y a quelques outils, mais on n'avait pas le bon niveau d'outils. Et c'est justement donc dans le REX qu'on a pu faire, le Learn, on a mis en place un certain nombre de choses qui normalement nous permettent d'être beaucoup plus réactifs maintenant. Mais on était, encore une fois, on était au milieu du gué, donc on avait un certain nombre de choses qui nous ont globalement aidés. Mais oui, c'est ça, il faut identifier, revenir en arrière, pour ensuite après trouver les moyens de justement de le contourner, un peu comme un vaccin, quoi. Et c'est ce qu'on a fait ensuite après dans la partie détection et protection. Ce qui a été aussi, ce qui est clé, et moi un des conseils, peut-être un des conseils numéro 1 qu'il faut se faire, déjà d'avoir les bonnes compétences en interne et aussi avoir les bons partenariats. Très clairement, on a réussi, nous, à avoir les bons partenaires qui nous ont aidés. C'est là que vous voyez si c'est des vrais partenaires. Parce que tout le week-end, ils étaient avec nous. On a créé une cellule spécifique justement pour la compréhension du virus et le stopper. Et ensuite, après, rapidement, on avait une autre cellule qui travaillait déjà à la partie protection et détection pour justement relancer le système le plus tôt possible et s'assurer que derrière, on avait bien contenu le virus. Et après, de la même manière, en parallèle, on avait une autre cellule qui travaillait sur la rémédiation avec les métiers. Et tout ça, on l'avait positionné avec des groupes de travail, localisés dans le même endroit. Ça, c'est aussi important parce que les outils de communication, ils sont aussi potentiellement impactés. Donc au même endroit, une coordination directe. Et c'est grâce à cette structuration-là qu'on a réussi assez rapidement à revenir, on va dire, remonter nos systèmes et impacter au minimum nos systèmes d'information et notre business. Et
le point aussi important, c'est qu'on avait aussi une cyberassurance. Ça, c'est quelque chose qui était clé. Et pour le coup, ils ont très très bien joué leur rôle et aussi derrière en termes de conseils. Et ça aussi, c'est important. Il ne faut pas être tout seul. Il faut se faire aider, c'est une évidence, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et il faut avoir des gens qui l'ont vécu, qui peuvent vous aider et qui peuvent aussi vous challenger dans la mise en place. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et sur ce qui était le retour d'expérience derrière, hein, qui était important, c'est que évidemment les architectures résilientes, maintenant, j'en étais déjà moi persuadé. Pour le coup, je peux vous assurer que derrière, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît simplement essentiel, c'est-à-dire cette capacité derrière à isoler le cas échéant, à mettre sous contrôle, d'avoir les logs qui vous permettent derrière ensuite après de revenir en arrière et de réagir rapidement. Et tout ça, on l'a nous pris en compte pour ensuite travailler sur une roadmap qui était très différente et qui correspond à ce que Philippe va vous parler. Tout à fait. En fait, je voudrais qu'on aborde maintenant le moyen de se préparer. C'est-à-dire, quels sont les moyens aujourd'hui qu'il est nécessaire d'avoir dans votre entreprise pour démarrer cette partie cyber résilience. Et vous allez voir qu'on ne va pas parler dans un premier temps de technique, mais plutôt d'organisation. La première chose, c'est que vous devez travailler au sein de votre entreprise et dans votre organisation pour connaître vos données critiques. Ça veut dire, en tant qu'entrepreneur, en tant que DSI, vous devez déjà définir quelles sont mes données critiques. Alors, vous avez, on peut les protéger par différents systèmes, mais l'un des plus connus qu'on met en place sur la partie MIP, qui est la classification données, permet de faire ce travail. Donc, avec le DPO de votre entreprise, théoriquement, on a déjà commencé dans certaines entreprises, normalement toutes, à travailler sur la partie GDPR, donc qui permet d'identifier un certain nombre de données. Mais au niveau business, il y a aussi ce besoin d'identifier les données qui sont essentielles. Et celle-ci, c'est celle qui, après une cyberattaque, on doit être capable de récupérer, de restaurer rapidement. Le deuxième point, c'est les applications. Quelles sont vos applications critiques dans l'entreprise? Et ça, tout à l'heure, Eric a parlé de ERP. Si vous voulez avoir un système de commande qui fonctionne et que votre ERP ne fonctionne pas, les commerciaux ne sauront pas passer les commandes, ils ne sauront pas déclencher votre usine pour aller faire des livraisons, etc. derrière. Et puis, pour terminer, il y a toute la partie activité critique. Donc, il faut bien définir quelles sont les activités qui sont critiques dans votre entreprise. Et les mettre, si vous voulez, en avant pour travailler avec eux. Tout à l'heure, je posais la question à Eric, est-ce que les métiers étaient embarqués dès le début? C'est là. C'est quels sont les métiers sur lesquels on ne doit pas se passer, même pendant la crise. Ça veut dire que peut-être qu'il faut retourner à un système de papier, de stylo pour pouvoir repasser des commandes, de téléphone pour appeler directement les opérateurs qui sont à l'usine pour faire les paquets. Tout ça, ça s'organise. Et ça fait partie de la cyber résilience. Et aussi, un point qui est important, c'est que quand vous êtes en retour en situation nominale, vous avez tous les métiers qui sont là, on dit ah mais mon système il est important. Donc vous avez une gestion de priorité qu'il faut évidemment contrôler. En plus, comme vous êtes toujours en contrôle parce qu'on ne sait jamais si on ne peut pas se refaire attaquer, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles et importantes. Et là, il faut arriver à classifier entre le très très urgent, le très urgent et l'urgent. Et ça, si vous n'avez pas fait ce travail de qualification de la data et de criticité, vous n'êtes pas capable derrière de bien juger. Et pour le coup, il faut une démarche qui est très très militaire dans le choix qu'il faut faire. Donc ça, c'est aussi important pour le retour en arrière et un retour en arrière efficace. Parce que malheureusement, et c'est des fois le cas dans les entreprises, c'est celui qui gueule le plus fort, sur lequel vous portez une intention particulière. Et ce n'est pas le cas, parce que ça peut être très critique de ne pas relancer une autre application. Et si vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas capable de bien juger pour se savoir quelle application est importante. Je continue juste sur la partie d'organisation, c'est-à-dire comment on va s'organiser, quels sont les gens dans l'entreprise qu'on va inclure dans notre projet de cyber résilience. Il y a évidemment le leadership, parce qu'il faut un sponsor dans l'entreprise, le business, qu'on vient d'en parler, les utilisateurs, il faut que les utilisateurs soient avertis. Donc tout à l'heure je parlais d'exemple de user awareness, c'est-à-dire aider les utilisateurs à comprendre ce qu'est un phishing. D'ailleurs, dans
dans Outlook aujourd'hui, vous avez des simulateurs d'attaque au niveau phishing pour aider les utilisateurs aussi. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans votre entreprise pour les habituer à identifier. Et on a développé aussi chez Avanade un serious game qui permet d'aider les utilisateurs en jouant à apprendre à être un hacker pour identifier les phishing, les ransomware, etc. Et puis évidemment l'équipe de sécurité et technique, mais ça je pense que quand on va parler d'attaque, tout le monde y aura pensé. La culturation à la cybersécurité, c'est vraiment pas anodin. Nous, notre management était à l'époque déjà bien au fait de la cybersécurité. Je peux vous assurer qu'après, pour le coup, c'était plutôt assez facile et où d'avoir du budget et où d'avoir de l'attention. Et ensuite, après, on a intégré le travail, enfin, les sujets de cybersécurité dans le processus d'onboarding, par exemple, des nouveaux employés. Mais c'était pris de la même manière que toutes les formations étaient identifiées comme étant des formations qui étaient simplement essentielles pour avoir un job. Donc ça, on l'a repositionné à ce niveau-là, mais c'est juste nécessaire et il faut le refaire et le refaire et le refaire. Et c'est important, et encore une fois, on l'a vu, le point de départ, c'est du phishing. Et ça, il faut le travailler, c'est essentiel dans une démarche qui est aussi une démarche extrêmement technique. La cybersécurité, il y a aussi derrière des composants qui sont majeurs. C'est aussi essentiel, mais comme la culturation. Et d'ailleurs, dans les qualités qu'il faut avoir en termes de DSI ou de RSSI, c'est aussi cette capacité à expliquer cette histoire et essayer de comprendre en quoi, on va dire, toute personne dans l'entreprise a un rôle clé en termes de cybersécurité. Donc, quelles sont les mesures de sécurité qu'il faut avoir dans l'entreprise ? Elles sont de 3 types. Il y a la partie prévention. Donc là, tout à l'heure, on en parlait, il faut un outillage, il faut du monitoring. Ça, c'est nécessaire. Il faut aussi pouvoir les détecter, ces attaques, et pour détecter l'incident qui se produit. Donc souvent, on va mettre en place des SOC sur lesquels on va pouvoir avoir des remontées d'alerte. Et si vous n'avez pas ce type d'outil en fait, dans l'entreprise, vous découvrirez peut-être par hasard 3 mois ou 4 mois après que certains répertoires sont chiffrés ou qu'il y a des choses qui se passent un peu bizarres sur votre réseau. Donc il faut mais quelque chose qui vous permette de faire cette détection. Puis évidemment, une fois qu'on a détecté, il faut corriger. Donc mettre en place une roadmap de correction, parce que très souvent, quand les hackers ont compris comment rentrer chez vous, si vous ne faites pas le ménage correctement, et des fois un ménage peut coûter très cher, un exemple d'entreprise française qui est mondiale et qui s'est fait attaquer il y a 2 ans, ils ont eu pour 35 millions d'euros de remédiation sur leur système d'information sur 5 ans. Donc c'est un projet, c'est des clients qu'on suivait, et quand ils se sont fait attaquer, ils commençaient à réfléchir sur la sécurisation globale et d'aller vers le cloud. Ils étaient beaucoup moins de prem à l'époque. Voilà. Je veux dire que les conséquences financières, elles peuvent être dramatiques, parce que des fois, en dehors des ransomware, il y a des attaques qui sont beaucoup plus conséquentes. Vous faire voler votre fichier NDIS d'un Active Directory avec l'ensemble de vos identités, ça veut dire que vous avez la capacité de créer n'importe quelle identité global admin de votre Active Directory et donc de faire ce que vous voulez dans l'entreprise. Donc vous voyez que les conséquences, c'est pas uniquement de petits... Enfin, c'est pas le phishing, le ransomware, ça fait partie des choses qu'on doit surveiller, mais il y a plein d'autres attaques. L'indisponibilité de vos données, de vos serveurs, etc. Donc tout ça, c'est la détection, et après, c'est la partie correction. C'est très clairement multifactoriel. Et en l'occurrence, nous, on pensait être pas trop mal protégés. On avait un antivirus qui était le même partout, bien mis à jour, avec bonne vérification. On avait des séparations physiques. On parlait de l'IT-OT, on avait ces séparations de réseaux, ce genre de choses. Donc on pensait faire les choses plutôt pas trop mal. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce qu'on a en face de nous, c'est le top du top, quoi. Donc il faut toujours être capable d'avoir les outils qui sont justement, et travailler avec les bons professionnels, des outils qui sont globalement évolutifs aux typologies d'attaques et aux archétypes d'attaques qu'on va avoir en face. Ça, c'est le premier point. De capter les signaux faibles. Les signaux faibles, ils sont partout. Et ce captage de signaux faibles, ce n'est pas 3-4 ingénieurs chez vous dans votre entreprise qui peuvent le faire. Il faut aussi se faire aider par des experts et des spécialistes. Donc
C'est très clairement nous les conclusions qu'on a tirées, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec les outils de Microsoft, les notions de Zero Trust, justement pour être capable d'être capacitaire pour la suite. C'est-à-dire qu'un effort financier important, là, maintenant, avec des outillages, ils ne seront pas suffisants dans 6 mois ou dans 2 ans. Il faut les faire évoluer au fur et à mesure. Et c'est ce que nous permettent ces solutions-là. Mais aussi derrière, d'avoir ce qu'on appelle des SOC qui nous permettent justement de capter ces signaux faibles pour tout de suite isoler les risques potentiels. Et c'est ça qui est aussi important, la réactivité. Et ça, la réactivité, encore une fois, une DSI d'une entreprise d'1,5 milliard, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas avoir 25 ingénieurs sécurité qui sont derrière des moniteurs. Donc là, pour le coup, il faut aussi avoir les outillages et les équipes pour vous aider et les partenaires pour vous aider. Justement, tu me repasses le relais sur la partie Zero Trust et on va juste en dire quelques mots. Mais avant ça, je fais ce petit schéma là qui résume assez rapidement en fait les différentes actions qu'il faut avoir avant un incident, durant, après et la boucle de réaction. Et ce qu'il y a à lire, je vous laisserai lire parce que vous aurez le temps de lire tout ça. Je ne vais pas lire le slide, mais c'est vraiment cette itération qu'on doit avoir en permanence. Pensez qu'on doit travailler en amont, on travaille pendant, on va travailler après et on commence et il y a une réaction derrière évidemment pour la remédiation, mais on ne s'arrête pas. Et en fait, ce qui change par rapport à avant, c'est justement cette approche qu'on avait qui va nous amener vers le Zero Trust. C'est-à-dire qu'avant, dans l'ancien monde, on était vraiment dans la partie utilisateur. Les utilisateurs sont dans l'entreprise. Les postes de travail étaient gérés dans l'entreprise. On était majoritairement on-prem au niveau de nos applications, donc en local. Puis, toute la partie réseau, un corps réseau, c'était en fait mon entreprise, c'était mon LAN, et j'avais mes firewalls, et puis tout ce qui se passait à l'intérieur de l'entreprise, j'étais content, j'étais sûr que c'était sécure. Ça, c'était avant. Et puis, pareil pour la partie local packet, ce qu'on appelle ici le packet tracking and log, ça veut dire que je vérifiais tout ce qui rentrait chez moi, et tout ce qui était chez moi, en fait, je savais le scanner. Mais en fait, je ne me souciais pas trop de ce qui se passait dehors. Mais le problème, c'est qu'on a tous changé de mode de travail. Donc les entreprises doivent s'adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les utilisateurs, ils sont, enfin, comme nous, on travaille aujourd'hui en remote de n'importe où. On a des employés, mais on a des partenaires et on a des clients sur lesquels notre SI est ouvert, avec des mots de passe, avec une certaine sécurité. Mais ça veut dire qu'on ne travaille plus comme avant avec un mode VPN, je me connecte, j'arrive dans l'entreprise, et encore une fois, j'utilise l'application locale. On avait des applications en mode SaaS. Donc toute la partie on-prem application, elle est plutôt sur la partie cloud. Les postes de travail sont gérés de manière beaucoup plus globale. Et puis bring your own device, vous connaissez sûrement. Ça veut dire que aujourd'hui, nombreux de DSI disent il veut utiliser, j'ai mon DG qui veut son iPad et il veut utiliser son iPad, quoi. Et c'est pas un device de l'entreprise, mais il s'en fout, c'est le patron. Donc il y a des personnes VIP sur lesquelles on va leur installer accès à nos données dans l'entreprise avec des devices qui sont peut-être pas forcément managés. Donc il faut se poser ces questions-là. Et puis je terminerai sur la partie explosion des signaux, parce que comme je vous disais tout à l'heure en amont, à l'introduction, les hackers, il y en a de plus en plus, sont de plus en plus jeunes, c'est de plus en plus automatisé, donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de signaux. Et globalement, il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans une sécurité qu'on appelle périmétrique. C'est-à-dire qu'on n'est plus enfermé dans notre bulle, à se dire tout ce qui se passe chez moi, ça va, et ce qui se passe dehors, c'est pas mon histoire. Aujourd'hui, on a tous, toutes les autres entreprises confondues, des applications qui sont dans le cloud, des utilisateurs en remote. Donc en fait, notre entreprise, elle s'étale. Donc il faut réfléchir à ça. Donc comment on fait pour réfléchir à ça ? On est obligé de rentrer dans un schéma qu'on appelle le Zero Trust. Le Zero Trust, en fait, c'est une chose qui part d'un principe, c'est on fait confiance à personne, en fait, et on vérifie tout le temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi, Philippe Sebag, je me connecte, on vérifie non seulement par mon mot de passe, que je connais mon mot de passe, mais en plus, on va me rajouter une double authentification. Donc en fait, le multifacteur authentificateur que vous connaissez sûrement dans les entreprises, qui me demande de valider un numéro sur mon téléphone. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises le font, et même sur nos mails perso, vous l'avez un peu partout, sans citer aucun nom. Donc en fait, ça me permet déjà d'être sûr. Puis après, il y a une vue d'un schéma un peu plus global,
où en fait, on va partir du centre. C'est-à-dire que sur le centre, là, vous avez la data, parce que c'est ça qu'on protège dans l'entreprise, c'est le point important. Et puis, pour arriver à protéger cette data, j'ai un certain nombre de blocs sur lesquels je suis obligé de travailler. Donc, j'ai commencé par l'identité, mais après, vous avez évidemment votre device, votre poste de travail, vérifier la santé de votre poste de travail, vérifier qu'il est correctement compliance, pardon. Et nous, dans notre entreprise, si on ne suit pas les mises à jour, etc., on nous coupe l'accès au réseau. Donc clairement, vous ne pouvez plus travailler. Donc vous êtes obligé, s'il y a un management global qui est fait des postes de travail en moderne management device, mais il y a aussi la partie analytique et risque, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des outils qui regardent la partie fuite de données. Donc il peut y avoir des services managers qui permettent de vous aider à faire ça dans vos entreprises, qui peuvent vous aider à trouver sur le dark web s'il y a des informations qui ont été volées, qui sont en train d'être vendues. Toute cette partie, c'est cette analyse de risque et de compliance. Il y a la partie conditional access aussi, donc c'est des policies, c'est-à-dire que si Philippe Sebag se connecte là dans 10 minutes en Chine, sachant que je me suis connecté sur le SIDO, automatiquement il y a une alerte qui remonte auprès du SOC et qui va dire c'est pas possible qu'il soit à deux endroits en même temps, pas le même pays, etc. Donc ça bloque mes accès. Ça, c'est le conditional access. Mais aussi, on peut le faire par rapport à des adresses IP, on peut le faire. Vous voyez, c'est une somme de petites choses qui feront que vous allez pouvoir être sécurisé. Il y a un point qui est important, c'est le less privilege. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude, Dieu seul sait dans les entreprises, quand on a commencé à avoir des Active Directory et que ça a commencé à grossir, on avait de plus en plus de global admin, on avait de plus en plus d'entreprise admin, etc. Et quand vous tapez, juste vous cherchez le nombre d'admins qu'il y a dans l'entreprise, vous dites, mais des fois c'est supérieur au nombre de personnes que j'ai dans mon équipe informatique. Donc pourquoi ? Parce que d'abord on ne supprime pas, d'abord on ne fait pas le ménage, on donne les droits comme ça, etc. sans vraiment réfléchir. Aujourd'hui, on doit être sur ce less privilege parce que les attaques ransomware dont on a parlé tout à l'heure permettent de faire des attaques latérales. Donc ça veut dire que depuis ce poste de travail qui est infecté, il va aller chercher sur un autre poste de travail qui lui-même va regarder les credentials qu'il y a sur ce poste. Il va voir, bon moi lui il n'est pas admin, ça ne m'intéresse pas, je continue. Tac, 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 jusqu'à arriver à la personne qui aura les bons droits. Et là, il va s'étendre dans l'entreprise. Donc en fait, il faut penser au less privilège, il faut mettre en place, alors ici, tout ce qu'on appelle le PIM, le PAM, je n'ai pas le temps de parler de tout ça parce qu'il nous reste 2 minutes, et j'aimerais quand même que vous posiez quelques questions, mais voilà, tout ça c'est l'approche qu'il faut avoir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, c'est qu'on ne va pas le faire en 5 minutes, ni en un projet de plusieurs années par contre, et tout ça sur la partie monitoring pour terminer. Je termine quand même avec en fait une vue, j'ai encore le réflexe de le faire sur mon PC, pardon. Ça c'est la vue un peu globale. On oublie souvent la partie gouvernance de sécurité. Et il faut avoir une gouvernance de sécurité dans votre entreprise. C'est là où on va mettre le leadership, c'est là où on va mettre les métiers et on va discuter. Et après, régler vos problèmes, entre guillemets, par pilier. L'utilisateur, le device, le réseau, l'application, la data. Faire de l'analyse régulière, il faut s'outiller. Donc tout ça vous permettra d'arriver à un zéro trust, c'est-à-dire à avoir une confiance nulle en personne tant que je n'ai pas vérifié. C'est ça le principe de base. Mais c'est des vrais projets. Et ce n'est pas un produit qu'on achète sortant d'une boîte. Hein. C'est une démarche. Donc ça peut prendre plusieurs années. C'est plusieurs projets. Par pilier, là, j'ai des projets qui peuvent durer assez longtemps. Hein, et si vous n'avez pas tous les outils. Essayez d'avoir une vision globale de cette gouvernance de sécurité, pas uniquement technique. Donc c'est un job un peu fonctionnel. On est aujourd'hui à travailler avec les dirigeants d'entreprise pour leur expliquer tous ces concepts-là. Parce que ce n'est pas juste un chèque qu'il faut faire, ça ne marchera pas. Il faut bien comprendre comment fonctionne l'entreprise. Ce que je peux aussi, témoignage que je peux aussi apporter, c'est que moi j'ai été amené à discuter, communiquer de notre plan, de ce qui s'est passé et du plan de rémédiation à nos actionnaires, aux banquiers, un certain nombre de parties prenantes importantes et stratégiques pour l'entreprise, pour démontrer que on avait compris, qu'on mettait en place et que le risque cybersécurité était sous contrôle. Je ne vous parle même pas aussi non plus des assurances. Donc ça veut dire que très clairement, ce sont des sujets qui sont pas uniquement que techniques et qui sont pris en compte stratégiquement dans les entreprises, même pour des investissements futurs. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que ça peut avoir
un impact direct sur l'entreprise et ses collaborations futures. Je termine juste avec un schéma un peu plus technique pour comprendre comment le phishing va se déplacer dans l'entreprise et comment il peut attaquer l'ensemble de vos données, mais aussi la partie IoT. Donc, et pour terminer, je vous invite à venir nous voir sur le village Microsoft au centre W110 sur lequel on est présent, et on pourra vous faire une démonstration sur la partie IoT Protection avec Defender for IoT. Mais globalement, un schéma comme ça vous montre un peu le cheminement qu'on peut avoir. Et on en discutera là-bas si vous voulez. Je veux juste quand même peut-être prendre des questions, si vous avez quelques questions, même si on a dépassé un peu le délai là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour messieurs. Vous avez parlé donc du fait que avoir une cyberassurance était quelque chose qui vous a aidé à bien reprendre le cap. En matière dans ce domaine-là, les assurances ne sont pas encore... chaque compagnie a sa politique, il n'y a pas encore une démarche globale. Qu'est-ce que vous conseillez à une entreprise de préparer pour soumettre à son courtier ou à son assureur un dossier de cyberassurance? Alors, c'est une excellente question. Nous, on a eu la chance d'avoir un partenaire qui nous accompagnait réellement, c'est-à-dire que depuis longtemps, donc on les connaissait bien, et dans notre entreprise, on avait un manager de risque qui était en plus de ça, on va dire, très au fait, et moi je l'aidais dans la démarche qu'on avait auprès de la cyberassurance, donc avec le courtier. Donc en gros, nous on était partie prenante dans les discussions qu'on avait avec notre courtier, et donc je ne vais pas dire qu'on a fait le choix de ce courtier, on a fait le choix de ce courtier parce qu'ils étaient bons en cyberassurance, mais on s'est surtout assuré que derrière, ils étaient vraiment sérieux. Et eux nous challengeaient aussi très régulièrement sur ce qu'on faisait, ce qu'on mettait en place. Donc il y avait vraiment ce partenariat en tant que tel. Et la DSI, nous, on était en tout cas inclus dans la décision. Voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que de toute façon, d'un point de vue financier, ils sont là pour évidemment prendre en compte ce qui doit l'être. Mais aussi et surtout, ils nous ont aussi diligenté un certain nombre d'experts pour nous aider à sortir de cette crise. Donc ils ne sont pas là uniquement que pour couvrir le risque financier, ils sont aussi là derrière pour nous aider en tant que tels. Et après, on les a aussi, nous, inclus dans nos réflexions de rémédiation. Alors, en l'occurrence, on avait vraiment choisi le bon pour cela. Voilà. Alors, on a été inclus. 2, on avait notre risk manager qui était très très au fait des problématiques de cybersécurité. Et puis après, c'est votre intelligence ou l'intelligence de l'entreprise de choisir le bon partenaire, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, on a dépassé le temps. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur le centre si vous voulez continuer cette conversation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.